Et nous recevons un économiste star. Il a publié à l'automne dernier Capital et idéologie. Son ouvrage précédent, Le Capital au XXIe siècle, s'était vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Penseur des inégalités, des injustices fiscales. Dans un instant, vos questions, chers auditeurs, au standard 01 45 24 7000 ou sur l'application de France Inter. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter. Le Covid, ses répercussions économiques désastreuses, la question des inégalités ou de la dette. On va parler de tout cela avec vous. Mais d'abord, Thomas Piketty, on voudrait avoir votre regard de citoyen. Vous êtes comme nous, confinés. Et demain après-midi à 15h, le gouvernement va présenter son plan de déconfinement. Ça repart déjà dans beaucoup de secteurs. Toyota à Valenciennes mardi dernier, l'usine Renault de Flins cette semaine, en partie en tout cas. Est-ce qu'à votre avis, ça déconfine un peu trop vite aux dépens de l'état sanitaire? Ou bien est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de fixer ce cap? En d'autres termes, Thomas Piketty, vous pensez que le pays est prêt? Là, il y a des paramètres médicaux de santé. Moi, je veux regarder les avis scientifiques qui sont assez sceptiques là sur certains points. Je pense qu'en tout cas, à ce stade, la priorité, ça doit être vraiment la santé publique. Il faut quand même se rappeler, on a plus de 20 000 morts. Certaines estimations donnent aujourd'hui de l'Institut Pasteur qu'on aurait pu en avoir plusieurs dizaines de milliers supplémentaires sans le confinement. Il faut aussi se rappeler que ce qui nous a amené dans ces décisions sur le confinement, ce sont des modèles épidémiologiques, alors qui ont beaucoup d'incertitudes, mais qui prédisaient qu'on pourrait monter jusqu'à 40 millions de morts dans le monde, 400 000 morts en France, donc pas du tout une simple grippe. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur ces modèles, et moi je suis pas compétent pour les juger, mais à partir du moment où ils existent, où les spécialistes ont l'air de considérer que c'est ce qu'ils ont de mieux à nous présenter, il est évident qu'on doit être extrêmement prudent, et donc que le déconfinement soit se faire avec beaucoup de précautions. Thomas Piketty, on redécouvre en cette période de crise la capacité de l'État à dépenser massivement 110 milliards d'euros de plan d'urgence, annulation, report de charges, aide aux entreprises, aux plus démunis. Est-ce que pour vous, le gouvernement fait tout ce qu'il faut là en ce moment pour nous prémunir face au choc économique à venir ? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans ce qui a été fait. Pour l'instant, tout ça peut être financé par la dette. On parlera de la question de la dette, des implications sur l'Europe. Et moi, j'ai le gros souci sur l'absence de préparation au niveau européen de ce qui va suivre. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, on aurait pu faire plus. En particulier, alors on voit déjà toute la nécessité d'investir dans le système de santé qu'on aurait dû faire plus tôt, qu'on a trop négligé ces dernières années. Mais pour tout ce qui concerne le système de compensation de revenus, pour tous ceux qui ont perdu des revenus, on fait face à une situation d'inégalité extrême. De façon générale, le confinement révèle toute la violence des inégalités entre des personnes qui sont confinées dans des maisons de campagne, dans des grands appartements, et puis d'autres qui sont dans les tout petits logements. Tous les sans-abri qui ont été totalement négligés, qu'on voit demander de la nourriture errer dans les rues de Paris et des grandes villes, les sans-papiers. Il y a certains pays comme le Portugal qui ont décidé de les régulariser d'ensemble, au moins sur une base temporaire, pour pouvoir au moins s'en occuper, développer des démarches, des procédures. Donc là, il y a des inégalités flagrantes, et tout le système de chômage partiel, vous savez, dont on a beaucoup parlé, il faut bien voir toutes les insuffisances qu'il a. C'est-à-dire que plus de 10 millions de 10 Français. millions de Français, sauf que la plupart du temps, les entreprises, elles doivent d'abord avancer les salaires pendant de longues semaines, parfois de longs mois, alors qu'on pourrait avoir un paiement beaucoup plus automatique par l'État. Et surtout, je voudrais insister sur le fait qu'il y a énormément de Français qui sont exclus du chômage partiel. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont sur des statuts précaires, qu'on voit à nouveau dans les rues, là, sur leur vélo, faire des livraisons parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont besoin de retrouver du revenu, ne sont pas concernés par le chômage partiel. Toutes les personnes qui étaient en fin de CDD au moment du confinement ne sont pas dans le chômage partiel. Et puis, tout notre système de transferts sociaux en général, regardez la question de toutes les familles modestes qui bénéficiaient jusqu'ici d'un tarif pour la cantine pour leurs enfants. Comment se fait-il qu'on n'a pas, dès le premier jour, et a fortiori là au bout de 2 mois, organisé un versement automatique sur leur compte du transfert équivalent qu'on ne pouvait plus leur verser puisque les écoles sont fermées, mais qui permettent de compenser la charge à payer nouvelle en termes de nourriture. Parce qu'on a les revenus de ces personnes, ces revenus ont été déclarés pour pouvoir bénéficier du tarif, on a leur nom. Donc quand il s'agit de faire payer des impôts, tout est automatique, on a des déclarations de revenus pré-remplies. Quand il s'agit de verser des transferts, là, on ne fait rien. C'est la même chose. La prime d'activité pour les bas salaires, c'est quelque chose qu'il faut continuer de demander, alors qu'en fait, toute l'information sur les revenus, elle est disponible et on pourrait l'utiliser pour avoir un système beaucoup plus automatique
permettant de compenser les personnes face à de tels chocs qui créent vraiment des inégalités extrêmement violentes. Thomas Piketty, on reviendra sur les inégalités. Il y a eu quand même des aides aux familles les plus démunies. Yael Gauz, vous avez une question? Oui, dans le monde d'après, dans la situation économique qui suivra, quand on aura ouvert le couvercle du confinement, on va voir donc des inégalités. On va voir aussi surgir un débat sur le travail. Comment on organise le travail après? On voit que la droite, les Républicains, parlent d'une semaine de 37 heures, non plus de 35 heures. On voit que des plans de performance collective, comme on dit dans les industries, se mettent en place. Technicolor veut baisser les salaires. Airbus s'attend aussi à peut-être des suppressions d'emplois. Bref, est-ce que vous êtes inquiet de la tournure que pourrait prendre le débat sur le marché du travail après le confinement? Si on se met à baisser les salaires tout en augmentant le temps de travail et tout ça, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense pas, j'espère pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas le faire face au choc qui nous attend? Est-ce que c'est pas nécessaire à un moment donné de s'adapter vu le choc qu'on va subir? Baisser les salaires, certainement pas, parce que c'est ça qui nous amène dans une spirale à la baisse, où on a déjà beaucoup de personnes qui ont perdu leurs revenus, qui sont même obligées d'aller travailler dans des conditions extrêmement délicates pour pouvoir préserver un minimum de revenus. Donc on va pas rajouter de la perte de revenus aux pertes qui ont déjà eu lieu. Non, dans l'immédiat, il faut que l'État fasse face à ces chocs. Et quand on parle de réinvestissement et de redémarrage de l'activité économique, je crois qu'il faut vraiment se saisir de cette occasion aussi pour ne pas redémarrer exactement comme avant. C'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir un peu quels sont les secteurs prioritaires en termes de réinvestissement. Le premier secteur prioritaire, c'est d'abord évidemment la santé. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit qu'on n'avait pas d'argent pour la santé, que l'argent ne tombait pas du ciel, suivant l'expression du président de la République. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le nombre de lits d'hôpitaux en France avait diminué depuis 10 ans en termes dans les services de soins intensifs, ce qui est quand même bizarre dans un pays qui s'est enrichi, et des pays en général qui s'enrichissent, et on fait le choix de désinvestir dans la santé. On n'avait pas les matériels qu'il fallait pour les masques, pour les tests. Bon, je vais pas refaire toute l'histoire. Tout le monde maintenant connaît bien. Mais donc, s'il y a un secteur dans lequel il faut réinvestir massivement, c'est la santé. Mais plus généralement, les services publics. C'est, vous savez, l'éducation. Là, on a des étudiants et puis aussi des lycéens, des élèves plus jeunes qui ont perdu une bonne partie de leur année. Mais pour les étudiants, alors là, il y aura rien jusqu'en septembre. Or, les étudiants avaient déjà fait face à un manque d'investissement au cours des 10 dernières années. Vous savez, le nombre d'étudiants en France était d'à peine plus de 2 millions il y a 10 ans. On est presque à 3 millions aujourd'hui. On a augmenté de plus de 700 000 le nombre d'étudiants. Bientôt, on sera à plus d'1 million d'étudiants par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Ce qui est une bonne chose en soi. Sauf que les moyens n'ont absolument pas suivi. Donc les personnes s'entassent dans des amphis, ont des conditions d'accès à des bibliothèques qui sont extrêmement mauvaises. Alors en plus maintenant tout est fermé pour de bonnes raisons, mais pour penser la suite, je pense qu'on doit avoir un grand plan de réinvestissement dans les services publics, dans la santé, dans l'éducation, dans les universités, des moyens numériques. C'est-à-dire vous avez beaucoup d'étudiants issus de milieux modestes qui n'ont pas l'ordinateur portable, la tablette. Voilà, il faut un plan d'équipement permettant de rattraper le temps perdu, parce que dans le fond c'est ça le vrai enjeu de l'avenir. Thomas Piketty, on entend les priorités, l'hôpital, l'école, les étudiants. La priorité, ce n'était pas donc donner 7 milliards à Air France ou 5 milliards à Renault? Disons que si on fait que ça, ou si on se concentre là-dessus, on peut, à nouveau, le monde d'après, il faut le réinventer avec des nouveaux secteurs. Et il faut bien sûr investir dans la transition énergétique. Donc un grand plan d'investissement dans tous les logements passoires et tout l'équipement nécessaire pour faire en sorte qu'on arrête de gaspiller bêtement de l'énergie. C'est à la fois des emplois créés et on sait qu'on va dans la bonne direction. Parce que pour le coup, on est en retard. Je ne sais pas si on est en retard sur la reconstitution du PIB, mais on est en retard sur les objectifs qui avaient été fixés à Paris il y a déjà 5 ans, à la fin de l'année 2015, où toute la planète disait « Regardez, c'est magnifique, pour la première fois, on a décidé qu'on n'allait pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, 2 degrés de réchauffement. » Et comme on sait, on n'est pas complètement en retard, parce que ce qu'on a appris aussi ces dernières années, et je pense que c'est ça quand même la leçon quand même très importante, c'est qu'on ne peut pas réussir tous ces objectifs si on n'a pas un très fort mouvement de réduction des inégalités. Et on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que vouloir augmenter la taxe carbone sur les plus modestes pour utiliser l'argent pour supprimer l'impôt sur la fortune, forcément ça marche pas. C'est-à-dire que vous faites face à un mur et des personnes, vous pouvez leur faire croire que vous faites tout ça pour l'environnement, mais comment voulez-vous qu'ils y croient? Donc là, il faut reprendre complètement la politique environnementale dans un sens qui aille avec une très forte réduction des inégalités. Je pense en particulier qu'il faut mettre en place, un système de carte carbone permettant de mesurer les émissions individuelles
mutuelle en carbone et de façon à interdire en fait les plus fortes émissions et mettre très fortement à contribution de façon générale les plus grosses émissions par rapport aux plus faibles. C'est-à-dire vous pouvez pas traiter de la même façon quelqu'un qui prend simplement sa mobilette ou sa voiture pour aller au travail de quelqu'un qui a un mode de vie qui Vous voulez dire qu'on va suivre chaque Français en fonction de son bilan carbone ? Je pense que, vous savez, par rapport à l'impôt sur le revenu, l'impôt progressif sur le revenu, il y a un siècle, tout le monde disait ça va être complètement inquisitorial, c'est impossible, donc il faut continuer d'avoir des taxes indirectes aveugles au moment où vous faites vos courses, tout le monde pareil, c'est impossible d'avoir un impôt sur le revenu. C'était le débat sur l'impôt sur le revenu il y a un siècle. Je pense que dans quelques temps, on se rendra compte que si on veut être sérieux sur la question du climat, des émissions carbone, oui, c'est possible. Vous savez, vous laissez à vos banques le soin de suivre toutes vos dépenses, toutes vos transactions financières. Est-ce que forcément les banques sont des organismes auxquels il faut toujours et tout le temps faire plus confiance que l'État ou l'administration fiscale? Je sais pas, je pense que la confiance, ça se construit, il faut trouver les façons de faire, mais partir du présupposé technique que c'est impossible, et donc il faut continuer de faire une taxe carbone aveugle qui taxe les plus modestes autant que les plus riches et qui même en fait taxe les plus modestes plus que les plus riches, parce que comme vous savez le kérosène des billets d'avion était exonéré. On ne va pas y arriver comme ça. Thomas Piketty, puisqu'on parle d'inégalité, oui. Yael Gauze. Vous parliez impôts, vous parliez fiscalité. Il y a un débat qui revient en force, c'est celui sur l'ISF, transformé en IFI par Emmanuel Macron au début du quinquennat. Est-ce que pour vous, et ce n'est pas du tout la voie suivie par le gouvernement, il faut rétablir l'impôt sur la fortune ? Oui, bien sûr, il faut rétablir l'impôt sur la fortune. Je vois pas comment les Français pourraient comprendre qu'on continue jusqu'à la fin du quinquennat, 5 années de suite, de financer des cadeaux fiscaux qui dépassent 5 milliards d'euros par an pour les 1% des Français les plus riches, à travers la suppression de l'impôt sur la fortune, la suppression de l'impôt progressif sur les dividendes et les intérêts. Donc maintenant, si vous avez un très haut revenu, 200 000 euros, 300 000 euros par an en dividendes, vous payez structurellement moins d'impôts que si vous avez le même revenu comme salarié, alors que les deux devraient payer beaucoup et devrait payer autant. Donc on a ces mesures qui coûtent 5 milliards d'euros par an chaque année jusqu'à la fin du quinquennat. Les maintenir aujourd'hui, alors qu'on dit qu'il faut réinvestir dans les services publics, réinvestir dans l'hôpital, réduire les inégalités, ça me paraît incompréhensible. Gérald Darmanin vous répond que dans la crise, on a besoin que ceux qui ont de l'argent, qui en possèdent, puissent le mettre dans les entreprises au moment où ça va être dur, justement, là. Oui, enfin, vous savez, on a surtout besoin que les revenus de ceux qui vont consommer et de tous ceux qui ont des petites et moyennes entreprises ne s'effondrent pas. Parce que l'économie, ça fonctionne pas comme ça avec un petit groupe de super millionnaires ou milliardaires. Ça fonctionne d'abord avec des petites, des moyennes entreprises, vous savez, dont les personnes, tous les restaurateurs aujourd'hui qui vont mettre les sous la porte, ils aimeraient bien payer l'ISF. Mais en attendant, on parle de personnes, vous savez, à qui on a pendant des années fait payer toujours plus de TVA, de charges, de CSG, donc parce qu'il fallait diminuer les impôts des plus riches. Donc ça, je pense que ce discours ne fonctionne plus du tout. Donc non seulement il faut rétablir l'ISF, mais je pense qu'il faut le rétablir de façon beaucoup plus modernisée, avec un rendement qui pourrait dépasser 10 milliards d'euros par an. Il en rapportait avant environ 5 milliards, simplement parce que l'ISF n'a jamais été bien contrôlé. C'est-à-dire qu'on laissait les personnes mettre n'importe quoi dans leurs déclarations, alors qu'on devrait avoir des déclarations pré-remplies, comme pour l'impôt sur le revenu et n'importe quel salarié. Thomas Piketty, je vous arrête parce qu'on va ouvrir le dialogue avec les auditeurs de France Inter. Ils sont nombreux et à ce propos, je crois que Vincent, bonjour Vincent et bienvenue sur France Inter. Je crois que vous avez une question justement à ce propos des subventions et de l'ISF. Oui, bonjour Monsieur Piketty. Gérald Darmanin, le ministre du Budget, dans un article au Monde de mai 2018, avait reconnu 140 milliards par an, de 140 milliards d'euros par an, d'aide aux entreprises, desquelles il souhaitait économiser à peu près 5 milliards pour aider le budget de l'État. Est-ce que ça n'est pas l'explication de notre dette, finalement, qui se cumule d'année en année? Et est-ce que nous vivons dans un capitalisme subventionné? Merci Vincent pour cette question. L'endettement plutôt que la faillite, avait dit Bercy, on s'en souvient, Thomas Piketty. Alors est-ce que c'est le bon choix ou, comme dit Vincent, c'est un capitalisme subventionné qui n'est pas la solution? De façon générale, je pense que l'endettement, la croissance de l'endettement vient du fait qu'on fait sans cesse des baisses d'impôts sur des personnes favorisées, des investisseurs qu'on souhaite attirer. Mais à la fin des fins, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on repousse à plus tard les difficultés. Et finalement, cette fuite en avant vers la dette, c'est un peu la conséquence d'une difficulté ou d'un manque de volonté pour trouver un système d'impôt juste. Et je pense qu'à un moment, il va falloir y arriver. Il faut aussi que sur la dette, on va
devoir en Europe prendre des décisions extrêmement courageuses, extrêmement collectives. Et je pense qu'on peut plus continuer avec ce système où on a des vétos de pays, que ce soit les Pays-Bas, malheureusement parfois l'Allemagne. Et donc je pense qu'il est important que la France, aujourd'hui, propose à l'Italie, à l'Espagne, un système permettant d'avoir un endettement en commun, c'est-à-dire en fait de mutualiser le taux d'intérêt. C'est-à-dire, je veux vraiment insister sur ce point. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rembourser la dette des autres, contrairement à ce que voudraient faire croire certains responsables politiques qui attisent. On parle des coronabonds là au niveau européen. Aux Pays-Bas, voilà, on parle des coronabonds. Le premier objectif, c'est d'abord de mettre en commun le taux d'intérêt. C'est-à-dire de faire en sorte que les différents pays, l'Italie, l'Espagne en particulier, ne soient pas soumis à des spéculations financières qui, du jour au lendemain, vont monter leur taux d'intérêt et vont mettre complètement par terre leur budget public. Et je pense qu'aujourd'hui, la France doit prendre une initiative pour proposer à l'Italie et à l'Espagne de mettre en commun le taux d'intérêt. Il y a une proposition très détaillée qui a été faite par Lucas Chancel la semaine dernière, un rapport du laboratoire sur les inégalités mondiales. Et plus généralement, il faut qu'un tel système soit ouvert, évidemment, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à tous les pays qui veulent y participer, mais on ne peut pas fonctionner dans cette crise avec ce système de droit de veto permanent. Vous savez, aujourd'hui, vous avez l'opinion publique en Italie, en Espagne, en France, qui demande plus de solidarité au niveau européen et qui demande un changement de cours au niveau européen pour avoir plus de justice fiscale vis-à-vis des entreprises. C'est la question de votre auditeur. Et plus généralement, pour avoir un modèle de développement plus équitable, plus durable en Europe. La vérité, c'est que si on avait une assemblée pour en discuter au niveau de la zone euro, il y aurait une majorité pour aller dans cette direction. Parce que la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Grèce, ça pèse quand même très lourd. Et donc on ne peut pas continuer d'avoir des droits de veto comme ça de pays qui empêchent d'avancer. Donc je pense qu'il faut faire des propositions pour aller plus loin. Et c'est ça qui finalement amènera l'Allemagne et les Pays-Bas dans la bonne direction parce qu'ils ne voudront pas rester en dehors. Donc mettre en place une avant-garde quelque part de l'Europe du Sud pour faire avancer l'Europe de demain. Oui, est-ce que quand le gouverneur de la Banque de France dit qu'il faudra la rembourser, cette dette, est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres solutions qui s'ouvrent à nous? Il y a un débat économique florissant sur ce qu'on fait avec les dettes. Est-ce qu'on les rend perpétuelles? Est-ce qu'on les annule? Est-ce qu'on fait des grands travaux pour les compenser? Vous préconisez quoi? Et on retourne au standard puisque Michel a une question qui ressemble beaucoup à la vôtre. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Piketty. Je suis très content de pouvoir vous poser une question. Bon, on parle bien sûr de l'effacement des dettes et moi la question que je me pose c'est quel serait le danger pour les États, pour la finance, quelle est la faisabilité par rapport à l'effacement des dettes? Est-ce que c'est possible? Comment c'est jouable? Vous devez pouvoir répondre à cette question, je pense. Thomas Piketty, pouvez-vous répondre à Michel? Merci Michel pour cet appel. Là, pour le coup, disons, il y a beaucoup de leçons historiques qu'on peut donner pour commencer. C'est-à-dire que autant la crise d'un point de vue sanitaire de l'épidémie du coronavirus, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant, ou peut-être la grippe espagnole de 1918-1919, mais c'était quand même très différent. Autant des crises de la dette, on en a déjà beaucoup vu dans l'histoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même différentes façons de s'en sortir. Donc je veux en mentionner une pour commencer. Après la Première Guerre mondiale et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays, notamment l'Allemagne et le Japon, qui sont peut-être les deux plus réussis dans le genre, ont mis en place entre 1948 et 1952 des systèmes d'imposition exceptionnels sur les plus hauts patrimoines privés, notamment les plus hauts patrimoines financiers, dont on dit aujourd'hui qu'il est impossible de les taxer. Je ne sais pas comment on s'est débrouillé en 1950, mais apparemment on a réussi. Donc quand il y a une volonté politique de le faire. Donc on n'efface pas la dette, mais on taxe les hauts revenus. En l'occurrence, c'est pas les hauts revenus, là, c'est les hauts patrimoines. Il faut bien se rendre compte quand même de jusqu'où ça a été. C'est-à-dire qu'en Allemagne et au Japon, on est monté jusqu'à 80-90% de ponction sur les plus hauts patrimoines. En France, il y a eu en 1945 également un impôt de solidarité nationale qui était de seulement 20% sur les plus hauts patrimoines, mais c'est quand même une ponction de 20% sur les plus hauts patrimoines, mais qui en fait s'accompagnait d'une ponction de 100% sur tous les patrimoines qui avaient augmenté entre 1940 et 1945, ce qui, compte tenu du fait qu'en fait il y avait de l'inflation, ça a conduit à prendre en fait un peu comme en Allemagne ou au Japon une énorme proportion des plus hauts patrimoines tout court en général. Et en Allemagne et au Japon, ça a été particulièrement bien organisé. Ça a permis de réduire l'endettement public très vite, qui était à l'époque de plus de 200% du revenu national autour de 1950, donc encore plus élevé. Oui, puisqu'on est à 115 là, a priori. Voilà, en France, encore plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui et sur des économies d'une taille considérable. Et c'est ça qui a permis
rétrospectivement, si on regarde ces épisodes, de financer ensuite dans les années 50-60 les investissements dans les infrastructures publiques, dans l'éducation, dans la croissance. Et si on regarde rétrospectivement, ça a été un immense succès. Donc je dis pas qu'il faut faire exactement la même chose, mais il faut reprendre ces leçons de l'histoire avant de prétendre qu'il y aurait une seule solution. Thomas Piketty, donc taxe élevée au patrimoine, retour de l'ISF. Laurent nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour et bienvenue Laurent. Oui, bonjour Monsieur Piketty. On vous écoute. Alors moi ma question toute simple c'est qu'est-ce que vous pensez de mettre en place le revenu universel en ce moment pendant la crise? J'ai entendu ça je crois en Espagne. Alors, pendant la crise et peut-être le faire perdurer après. Moi à mon humble avis, je trouve que c'est une idée géniale pour éradiquer la pauvreté. Merci pour cette question Laurent. Thomas Piketty, le revenu universel comme solution. Est-ce que c'est la solution? On sait que vous l'aviez soufflé à l'oreille de Benoît Hamon pendant la campagne en 2017. Oui, alors encore faut-il bien s'entendre sur ce dont il s'agit. C'est-à-dire que ça va pas être l'arbre magique qui va résoudre tous les problèmes de justice sociale. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut, si on veut une société juste, il faut aussi que l'échelle des salaires soit juste. Il faut aussi un système de justice éducative, un système de participation à la prise de décision dans les entreprises. Enfin, il faudrait pas. Le risque, ce serait de penser que voilà, revenu universel, on appuie sur un bouton, on a réglé tous les problèmes. Cela étant dit, ça fait partie des solutions. Je pense que moi, je préfère parler de revenu de base parce que dans le fond, le revenu universel se situe à des montants tels, même si on l'augmente, ça va pas être non plus Byzance. Donc on peut pas se contenter de ça. Mais c'est très important qu'au moins ce revenu de base, il soit vraiment versé de façon automatique. Et donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'actuellement, beaucoup trop souvent, il faut faire la demande. Et par exemple, là, pour les familles qui auraient dû recevoir ce versement pour ce qu'elles n'ont pas perçu comme aide à la cantine, ça aurait dû être versé automatiquement dès le premier jour. Et là, on est 2 mois plus tard, ça n'a toujours pas été versé. Donc vraiment, l'automaticité, l'universalité de ce droit à un revenu minimal doit être absolument renforcée. Thomas Piketty, retour au standard avec Marc qui nous appelle du Nord. C'est bien ça, Marc ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour Hélène Roussel, bonjour à tous. Monsieur Piketty, est-ce qu'il ne faudrait pas profiter de la redécouverte par certains de l'utilité sociale de tous les métiers pour proposer une réforme profonde des rémunérations, au moins dans la fonction publique? D'abord, réduire fortement l'échelle des rémunérations, vous l'avez déjà évoqué, mais également, je vous préviens que certains vont s'étrangler, abandonner le système de points qui augmente mécaniquement avec l'âge et qui fait que les jeunes avec enfants ont moins de moyens et ne peuvent pas, par exemple, s'acheter du bio, tandis que les plus âgés se retrouvent avec davantage de moyens alors qu'ils ont moins de besoins et remplissent les avions et les bateaux de croisière. Alors, mettre une croix sur ce système de points d'indice dans la fonction publique, Marc, c'est bien ça ? En quelque sorte. Thomas Piketty va vous répondre. Oui, ou plus généralement, si je comprends bien, revaloriser les salaires les plus bas, les salaires des plus jeunes et des plus jeunes avec des enfants. Et je pense que oui, absolument, il faut aller vers une échelle des salaires qui soit moins élevée qu'aujourd'hui. Et je pense, moi, j'invite vraiment tous ceux qui aujourd'hui font des propositions sur le monde d'après, sur la transition énergétique, à prendre en compte peut-être davantage cette dimension inégalitaire et de bien voir quels sont le type de revenus pour les personnes qui sont actuellement au SMIC ou entre 1 SMIC et 2 SMIC, qui devraient vraiment être la priorité. Quelles sont les propositions permettant d'améliorer leur situation et de demander davantage d'efforts aux personnes qui sont au-delà de 4, 5 SMIC et a fortiori qui sont à 10 SMIC ou 20 SMIC. Et là, il y a un besoin de rétrécir. On n'ira pas jamais vers la sobriété énergétique si on ne va pas vers une certaine sobriété sociale et économique. Thomas Piketty, vous avez écrit récemment dans une tribune que le confinement bouleverse les rapports de force et révèle l'utilité sociale de chacun. C'est un concept assez particulier qui est utile, qui ou n'est pas utile socialement. Est-ce que Bernard Arnault, par exemple, patron de LVMH, est pour vous utile socialement? Est-ce qu'il ne crée pas des emplois lui aussi? Il renonce aussi à une partie de son salaire, il renonce à des dividendes. Est-ce que ces patrons-là sont utiles pour vous?
Il est sans doute aussi utile que d'autres de cadres de son entreprise. Simplement, l'idée qu'il y a une personne qui serait à elle toute seule responsable pour tout un tas de bienfaits, donc le reste de la population n'aurait plus qu'à la remercier. Et, enfin, tout ça, c'est une vision idéologique qui ne correspond pas du tout à la réalité. Vous savez, Bill Gates, il est très sympathique, mais enfin, il n'a pas inventé les ordinateurs tout seul. C'est-à-dire, il s'est reposé, comme tous les chefs d'entreprise, sur des quantités de connaissances, souvent de connaissances publiques, qui avaient été produites par des chercheurs en informatique, par un système éducatif, par des infrastructures publiques, et on n'a pas à chaque fois mis le carnet de chèques du chercheur ou de l'agent public ou des autres personnes qui ont contribué à tout ça. Donc la richesse, la production de richesse, dans l'histoire, on se rend compte qu'elle vient d'abord de l'éducation et d'une certaine égalité dans l'éducation. C'est-à-dire, si on regarde les pays qui historiquement ont été des leaders sur le plan économique, notamment les États-Unis au XXe siècle, eh bien c'est parce qu'ils étaient des leaders sur le plan éducatif et d'une certaine égalité, enfin en tout cas comparé aux autres pays, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle, vous aviez 80-90% de la population qui allait au lycée aux États-Unis, à un moment où vous étiez à 20-30% en Europe ou au Japon. Et les États-Unis, en l'occurrence, ont complètement perdu ce leadership éducatif depuis les années 80, justement parce qu'ils sont rentrés dans une idéologie selon laquelle c'est toujours plus d'inégalités et toujours plus de concentration du pouvoir économique dans les mains de quelques-uns qui produit plus de croissance. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai historiquement. D'abord, il faut voir quelle croissance. Et puis, de toute façon, en l'occurrence, la croissance aux États-Unis, elle a été divisée par deux. Donc, pour répondre à votre question, évidemment, quand vous avez des milliards d'euros sur votre compte en banque, vous pouvez toujours le dépenser, l'investir. Et heureusement que quand vous le dépensez, il y a des personnes en face à qui ça fait un salaire. Mais la question, c'est si cet argent, il était entre les mains de petites et moyennes entreprises et de personnes moins riches, eux aussi, vous savez, ils pourraient le dépenser. Enfin, c'est pas très compliqué de dépenser de l'argent. Le problème, c'est est-ce qu'il faut donner tout le pouvoir de décider quels investissements, quelles dépenses à un tout petit groupe de personnes, ou est-ce qu'on pense pas, dans des sociétés très éduquées dans lesquelles nous sommes, qu'on a besoin de tout le monde pour participer à la vie économique? Thomas Piketty, on dit tout un vocabulaire qui revient à la mode, relocalisation, nationalisation, État-providence, Emmanuel Macron le 13 avril dernier qui dit vouloir sortir des sentiers battus, se réinventer, le ministre de l'économie, lui qui parle de game changer, d'une autre mondialisation dans le monde d'après. Vous y croyez entre nous, Thomas Piketty? Et ce sera le mot de la fin. Mais je suis pas sûr qu'on soit vraiment prêt, politiquement, intellectuellement à cette transition. J'espère que cette crise va nous amener dans cette direction, mais je pense qu'effectivement il faut remettre en cause. Et ça va être difficile parce que beaucoup de personnes vont vouloir continuer à revenir au modèle précédent. Mais il faut remettre en cause le dogme selon lequel tous les échanges internationaux sont forcément bons, que le taux d'imposition sur les échanges internationaux devrait forcément être de 0%, parce que dès qu'on l'augmente par rapport à 0%, on ne saura jamais où s'arrêter. Donc une autre mondialisation est possible. Il faut réfléchir à une autre mondialisation, et en particulier, il faut remettre en cause, quand vous échangez avec des pays qui, pour vous envoyer vos biens et vos services, vous mettent dans une situation de précarité en cas de crise, c'est clairement pas une bonne solution. Mais quand vous échangez aussi avec des pays qui, pour vous envoyer leurs biens et leurs services, utilisent des transports internationaux qui eux-mêmes émettent plein de carbone, ne pas imposer du tout cette transaction internationale, pour le coup, c'est quelque chose d'un peu fou. Quand vous commercez avec des pays qui n'imposent pas les bénéfices des plus grandes sociétés ou des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines à un taux correct, c'est également du dumping, et il faut introduire des mesures. On va devoir s'arrêter là. Merci Thomas Piketty. Les sujets sont inépuisables. Éclairage, analyse. Merci encore d'avoir été avec nous sur France Inter, Thomas Piketty.